Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, la solidarité et le courage vous libèrent. Pour info, le fiasco Toumi comme opérateur des désordres contrôlés confirmé. Explication. Sociologie du pouvoir dans un État rentier. Toumi ou l'opérateur du désordre contrôlé. Dans un système rentier à minorité paranoïaque, Toumi est un opérateur de désordre contrôlé. Sa fonction n'est pas de gouverner, ni même de renverser le pouvoir. Sa fonction est plus précise, plus utile au système. Incarner la menace. En effet, Toumi est celui par qui la peur devient visible. Il transforme une angoisse abstraite, la peur du nombre, en un danger localisé, identifiable et exploitable. Grâce à lui, le pouvoir minoritaire peut dire qu'il ne frappe pas par choix, mais par nécessité. Il ne réprime pas. Il se défend. Il ne contrôle pas. Il prévient. Dans un État qui vit de la rente, le pouvoir ne dépend pas du travail de la majorité. Il dépend de l'extérieur, les acheteurs des matières premières. Mais cette autonomie économique a un prix. La peur permanente de la majorité démographique. Ainsi, Toumi sert précisément à gérer cette peur. Il permet de déplacer le problème du centre vers la périphérie, du politique vers le sécuritaire, du structurel vers l'exceptionnel. Ici, son rôle est territorial. Il opère là où vivent les majorités, là où le pouvoir se sent vulnérable, là où l'inversion démographique est la plus visible. En concentrant les désordres dans ces espaces, il justifie la militarisation, la surveillance et la violence préventive. Le centre reste calme. La périphérie porte le chaos. C'est pour cela que Toumi n'est pas une anomalie du système Sassou Nguesso. Il en est une pièce fonctionnelle. Il permet au pouvoir de Sassou Nguesso de maintenir une trêve ailleurs en entretenant la tension ici. Il donne au régime un ennemi commode, un alibi sécuritaire, une explication simple à une violence qui, autrement, apparaîtrait comme arbitraire. Ici, le drame est que ce rôle ne dépend pas d'un homme. Il dépend d'un besoin structurel. Tant que les pouvoirs restent rentiers, tant que le pouvoir restera minoritaire, tant que
la majorité sera tenue à l'écart de toute capacité de chantage productif, le système aura besoin de figures comme Toumi. Si l'une disparaît, une autre émergera. Dans un système rentier à minorité paranoïaque, Toumi n'est donc pas le cœur du problème. Il en est le symptôme organisé. Et tant que le système restera intact, il continuera à produire ses propres instruments de peur. Toutefois, nous savons que le pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso est déclinant, en pleine déchéance et déliquescence. En effet, le chemin de conservation du pouvoir par le banditisme, par la canaillerie, par le terrorisme d'État, ou par l'opérateur de désordre contrôlé, comme l'est le cas de Toumi, il faut le savoir que ce pouvoir-là ne va plus aller loin. Je réexplique que le chemin de conservation du pouvoir par le banditisme, la canaillerie et les terroristes d'État jusqu'au 22 mars 2026 ne sera pas une longue piste tranquille ou un bras de rivière navigable. Et pour cause, 50 ans de dictature, les Congolais n'en peuvent plus. Signe avant-coureur, vous avez ici en image les partisans de Sassou, revenant d'un meeting, ont été pris pour cible sous les pierres lancées par les populations. La peur est en train de changer de camp. Vous le savez que vaincre la peur, ça peut être le fait d'entraînement, de conditionnement et même d'emprise. Donc même pas peur. Donc la population quelque part est en train de s'entraîner à la libération ou en train de se préparer à vaincre la peur. Comme je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, la peur vers Sassou Nguesso est imaginaire. Puisque le clan est déjà divisé, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu, les contentieux historiques dans le sud, la France-Afrique qui doute déjà de Sassou Nguesso. Il est certain que allons seulement à la chute du plus grand despote criminel de tous les temps, qui est l'ordre colonial. Le vrai problème de Sassou Nguesso, c'est son incompétence, c'est son inaptitude à gouverner. C'est ça. Et puisqu'il ne peut pas l'avouer, puisque ces mercenaires qui sont autour de lui trichent, veulent faire comprendre que non, il t'a dit qu'ils ne veulent pas effectivement pointer le problème. Ils veulent nous sortir des faux problèmes, Christian. Nous sommes 6 millions d'habitants. Que les gens qui font attention, qui lisent l'ouvrage de Sassou Nguesso, Le manguier, le fleuve et la souris, page 17, que dit Sassou Nguesso? Mon pays est beau, il regorge de richesses, il a de l'eau à profusion, il est habité d'hommes et de femmes, disons, bourrés d'énergie, de sagesse. Il y a de l'eau à profusion. Il y a des ressources naturelles partout. 97, Christian. C'est Sassou Nguesso qui le dit à la page 17 que les gens y regardent. Comment peut-on dire d'un pays qu'il a tout, c'est son terme, et 28 ans après, les Congolais sont totalement démunis. Mais pourquoi, Christian? Parce que l'enjeu de M. Sassou Nguesso et la bande, disons, des malfaiteurs qui sont autour de lui, c'est l'enjeu, c'est le pouvoir. Donc, Christian, quand je dis que M. Sassou Nguesso, objectivement, macroscopiquement, est inapte à gouverner un État, tous les faits les démontrent. Il n'y a que M. Makosso et les malfaiteurs qui sont autour de lui, qui sont présentés pour l'élite, qui peuvent dire, disons, des bêtises comme telles. M. Sassou Nguesso a démontré aucun. Nous pouvons les recenser aujourd'hui. Bon, je ne veux plus répéter les mêmes choses. Les slogans de Sassou, tout le monde le connaît. Aucun n'a marché. Le dernier, c'était 2025. Vous savez, l'émergence du Congo.
C'était 2025, c'était hier là. 2025, l'émergence du Congo, c'était le slogan de Sassou Nguesso. Curieusement, l'année de l'émergence, l'année où l'on tombe encore, disons, plus au fond du trou. M. Makosso n'en parle pas. Mais pour dire que ça marche, il faut qu'effectivement, ils le disent au nom de ceux qu'ils ont promis eux-mêmes. 2025, année de l'émergence du Congo. Et l'année 2025, c'est là où les pays, disons, la France, les États nous disent que non, 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 c'est le sauve qui peut au Congo, tout le monde veut fuir le Congo, c'est des demandes. Vous voyez, ceux qui connaissent, disons, moi j'ai été dans plusieurs pays occidentaux, les Congolais, bien avant, Christian, les Congolais ne voulaient jamais rester à l'étranger. Lorsque, par exemple, Anatole Collier Makosso parle d'un bilan globalement positif sur tous les plans, et il brandit un peu, comme qui dirait, la croissance économique à 3%, à plus de 3%, alors que dans les années 92, tout le monde savait que le Congo avait une croissance économique de chiffres. Mais curieusement, 2026-2025, il pense que ben voilà, c'est une réussite. Vous l'avez dit, Christian. Si avec un taux de croissance à 2 chiffres, le Congo et les Congolais allaient mal. Et pourquoi avec 3%, disons, le Congo va bien aller? C'est tout le paradoxe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête de ces gens-là. Bon, on peut trouver des excuses à M. Makosso. Il ne connaît rien d'économie et il le démontre là. Il le démontre. On comprend très bien que la campagne lancée par la DGSP, enfin Sassou Nguesso, cette campagne de terreur, on a rappelé tout à l'heure les menaces à l'encontre de la population congolaise, et donc c'est finalement la résultante de cet échec qu'on ne peut pas justifier, et on se dit, ben on fait un passage en force en intimidant les Congolais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et à quoi peut-on s'attendre finalement d'ici à mars 2026? Tout est possible, Christian. Moi, j'ai dit, parce que quand on regarde, on peut facilement dire, bon, les Congolais sont fatigués, ils ont peur, donc ils se diront, bon, par fatalisme, que la nature en décidera. Christian, je dis toujours, rien n'est plus grave qu'un individu qui sait qu'il n'a plus d'issue. Rien n'est plus grave. Quand un individu, vous savez, en matière pénale, on dit faut toujours laisser un peu d'espoir, disons, aux prisonniers, par exemple. Quand on dit, oui, voilà, peut-être l'islam, parce que quand un prisonnier sait que il n'a plus de vie en dehors de la prison, il est capable de tout. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité.
Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,